Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Un rendez-vous qui se divisera en deux parties ce soir. Dans un premier temps, nous donnerons la parole à Christopher Laquiez, philosophe autodidacte. Il se démarque par son franc-parler, son parcours atypique et sa manière de transmettre la philosophie. Catherine Ax a eu la chance de le rencontrer pour vous. Et dans un deuxième temps, nous nous retrouverons ici en studio avec Justine Bolsens, juriste et chargée de projet au sein de la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque. Elle viendra nous parler des Journées nationales de la prison qui ont débuté cette semaine et qui se poursuivent jusqu'au 26 novembre avec pour thème « 10 ans ferme, rien n'a changé ». Mais tout de suite, place à Christopher Laquiez. L'impossible n'est qu'une simple opinion, Blaise Pascal. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans Libre Ensemble ce soir. Et l'impossible, c'est notre invité de ce soir, Christophe Laquiez, qui lui tord le cou. Il le remplace par une nouvelle philosophie, une philo moderne, pratique, pas très éloignée de la mouvance développement personnel en quelque sorte, mais pourquoi pas au fond, puisque Christopher génère 1 million de vues par mois et est suivi par tellement de jeunes. Il leur dit simplement que transformer leur souffrance en force, ce n'est pas impossible. Bonsoir Christophe Laquiez. Bonsoir. Christopher, pardon. Oui, voilà. Christopher, je me trompe à chaque fois. Vous sortez un livre donc chez Guy Trédaniel, éditeur, Guérir l'impossible. Chris, on vous appelle aussi Chris. Très bien. Vous êtes autodidacte dans une discipline là aujourd'hui plutôt réservée aux intellos, aux docteurs, aux profs d'UNIF, aux académiciens. Les mots nous manquent. Pourquoi s'attaquer à ça ? Est-ce que vous aviez vous aussi un besoin de guérir l'impossible dans un parcours de vie rempli d'embûches par exemple ? Oui, totalement. J'ai eu différentes situations dans ma vie qui m'ont amené à faire face à l'impossibilité fixée par certaines personnes. J'ai perdu mon œil à l'âge de 13 ans à la suite d'une phlébite qui est arrivée. Personne ne sait vraiment comment. En tout cas, tout le monde me disait que c'était impossible et que j'allais rester avec un seul œil, borgne comme on dit. Et en l'occurrence, j'ai fait mentir tout le monde 1 an après lorsque j'ai eu mes premiers flashs, mes premiers moments où j'ai pu revoir le monde en quelque sorte. Et ça a été super intéressant dans le sens où j'ai fait mentir tout le monde. C'était vraiment ça en fait l'objectif, c'était que en fait c'était très particulier pour être 100% honnête parce que j'étais confronté à un monde qui médical me disait que dans tous les cas c'était fichu, que je ne retrouverais rien, mais lorsque je retrouve, tout le monde me dit c'est pas possible, comment ça se fait, donc il y a presque le goût du menteur qui arrive, alors qu'en réalité pas du tout. Et ça a été cette impossibilité là que j'ai guéri ce jour-là, et puis par la suite une suite d'événements assez difficiles, que ce soit autodépression presque à l'état clinique ou d'autres qui m'ont justement amené à faire face en tout cas, encore une fois, à ce sentiment d'impossibilité. Donc c'était un clin d'œil pour le coup, le titre de ce livre. Alors vous êtes autodidacte, ça veut dire que vous n'avez pas fait d'études de philo, même si on pourrait dire que la philosophie, nous sommes tous un peu amis de la sagesse si nous le voulons, mais vous êtes autodidacte, je viens de le dire, et donc vous avez fait d'autres métiers avant, et comment est-ce que vous êtes venu à la philo, et en tout cas à avoir envie de développer cette philo-là et la rendre accessible aux jeunes ? Alors la philosophie, on la voit souvent comme du jus de cerveau, qui est uniquement réservé aux intellectuels, aux académies, et que lorsqu'on ne fait pas d'études, on n'est pas apte à pouvoir parler de philosophie. La philosophie, moi, elle m'a sauvé. C'est-à-dire que j'ai fait une grosse dépression et je suis tombé face aux écrits de Marc Aurèle, aux pensées de Marc Aurèle, qui m'ont dans un premier temps ouvert une belle porte en tout cas vers un monde philosophique qui était très intéressant, parce que je tombe face à un empereur philosophe qui fait partie des 5 bons empereurs romains, qui a vécu un paquet d'expériences très difficiles dans sa vie, entre la peste, la mort de ses enfants et de sa femme. Je me dis ok, j'ai face à moi une personne ultra intéressante qui a vécu elle aussi des moments difficiles. Je me suis énormément identifié à elle, et du coup ses écrits ont été pour moi une porte d'entrée vers une philosophie pratique, une philosophie qui se veut accessible non seulement pour tous, mais accessible aussi comme une boîte à outils, comme quelque chose qu'on peut utiliser dans notre quotidien. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, parce que c'est comme ça que je l'ai utilisé. La philosophie, je ne l'ai pas utilisée uniquement dans un travail mental de réflexion, mais aussi dans un travail d'action. Je veux dire, s'il ne se passe rien dans notre vie, réfléchir, autant ne rien faire, autant uniquement réfléchir. Et donc, lorsque des auteurs sont amenés à écrire des livres, ils passent aussi à l'action, en quelque sorte, à travers leur
leur réflexion. Donc la philosophie est aussi quelque chose de pratique, ne serait-ce que dans l'écrit ou dans d'autres aspects de notre vie quotidienne. C'était vraiment ce que je voulais amener, c'est de me dire, d'accord, Marc Aurèle a été une belle porte d'entrée. Évidemment, quand on tombe face à du Spinoza, quand on tombe face à du Bergson, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher en profondeur et d'aller comprendre. Donc là, il y a d'autres analyses qui se font. J'ai eu la chance d'être accompagné d'autres philosophes qui sont docteurs, qui sont professeurs aux universités. Vous êtes allé chercher cette formation-là aussi, en fait. Donc vous tombez un peu par hasard sur Marc Aurèle, vous lisez, donc la lecture sauve. J'espère que on en reparlera, que vous le dites bien aux jeunes qui sont plus souvent sur leurs écrans que devant des bouquins. Et puis alors après, vous êtes tellement intéressé que vous allez un peu chercher chez les profs. Comment vous faites alors? Vous poussez les portes d'écoles de philo ou de cours? Non, je pousse pas les portes. En fait, c'est très simple, c'est aussi très bête. J'apporte ce contenu sur les réseaux sociaux qui rend la philo accessible. La philo, la littérature, un peu de poésie de temps en temps. J'essaie de démystifier un petit peu tout ça et le rendre sexy, le rendre sympa, que ça parle aux jeunes et que ça parle au monde. Bon, et lorsque je lance ça dans mon coin en pensant que ça allait faire son petit bruit, mais sans plus. Et au final, ça marche très très bien, ça fonctionne, ça cartonne, les gens adorent. Bon, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Maintenant, comment est-ce que je peux développer? Moi, je suis un passionné de philosophie, c'est-à-dire que je me lève le matin, je mange philosophie, je parle philosophie, je vis philosophie. Combien d'années alors vous lisez tout comme ça? Ça fait de nombreuses années. Je pourrais pas vous dire exactement combien, mais ça fait, c'est simple. J'ai eu, ça fait 7 ans à peu près. Ouais, donc 7 ans. C'est devenu votre vie, la philo. Ouais, exactement. Je fais ça quotidiennement. Je lis plusieurs livres par semaine. C'est vraiment mon quotidien. J'ai besoin d'écrire aussi énormément. C'est quelque chose qui c'est plus fort que moi. J'ai envie de dire que si on me privait de le faire, je le ferais quand même. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et donc, je me suis rapproché de certains philosophes il y en a un qui m'a interviewé, qui s'appelle Mathias Leboeuf, avec qui je me suis lié de grande amitié, qui m'a énormément aidé dans mes recherches philosophiques, dans mes réflexions. Oui, pour vous guider, parce qu'on a un peu perdu, évidemment. Il a fallu à un moment donné que j'ai quelqu'un avec moi qui puisse me dire, ok, rapproche-toi de Clément Rosset, tu vas voir, tu vas y trouver des choses intéressantes. Allez, va un petit peu vers Bergson, tu vas voir, essaie de lire ça va t'amener une première approche. Donc, j'ai quand même été vachement guidé. Et puis, je suis quelqu'un de très culotté, pour être honnête. Et j'ai contacté plusieurs philosophes, voilà. Certains ont du mal réagir, non? Parce que c'est quand même pas réagir. C'est quand même un domaine qui est très. Bon, ils se sont dit, on s'est quand même un peu cassé la nénette à étudier pendant des années dans les universités à faire des doctorats. C'est pas un petit jeune là qui va débarquer. Oui, non, mais complètement. Et pour être honnête, j'ai beaucoup de mal à me définir comme philosophe. Je pense que c'est surtout les gens qui le font pour moi. C'est-à-dire que si vous avez envie de me définir comme philosophe, faites-le. Si vous avez envie de me définir différemment, faites-le aussi. Comme grand bien vous fasse. Je me considère comme atopos, comme Socrate. C'est-à-dire, non pas que je sois Socrate, bien loin de là, mais insituable. C'est-à-dire que je n'ai pas de place. On sait pas d'où il arrive, on sait pas d'où il vient, on sait pas où le mettre. Et c'est un peu ça l'idée, et c'est un peu comme ça que les gens me perçoivent de temps en temps. Et donc, si vous avez envie de me mettre dans une certaine case, faites-le, et puis c'est très bien ainsi. Mais certains philosophes ont répondu positif parce que je leur ai tout simplement amené cette grande idée qui est de, mais comment la philosophie peut être pratique, comment on peut réfléchir ensemble, amener des idées de Nietzsche, amener des idées de Rosset, amener des idées de Spinoza accessibles pour le monde. Oui, et la dépoussiérer, évidemment. Et la dépoussiérer. C'est ça, c'est la rendre belle, la rendre séduisante, et que Dieu de Spinoza ne soit pas uniquement une substance infinie, d'une infinité d'attributs. On va se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, qu'est-ce que c'est cette substance? Là où aujourd'hui le spirituel a une immense place, par exemple. Et c'est des idées différentes, des profondeurs différentes qui nous font méditer de manière aussi différente sur la vie. Et j'ai d'autres philosophes qui ont été très ouverts là-dessus, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer sur mon podcast, qui ont pris le temps de discuter aussi avec moi, qui se sont dit, au-delà de l'apparence de ce jeune homme tatoué qui ressemble à tout sauf un philosophe, qu'est-ce qu'il a raconté? Vous avez été tatoueur d'ailleurs, je pense. Exactement, dans une ancienne vie. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pas tout à fait le style de certains philosophes qui traînent dans les universités. Non, pas vraiment. Et ils se disent, partageons avec ce jeune. Totalement, et puis j'ai envie de vous dire, est-ce que Zola a eu son bac? Non. Est-ce que Balzac a fait de grandes études? Non plus. Céline non plus n'a pas eu son bac. Et est-ce que ça fait de mauvais auteurs? Est-ce que ça donne le J'accuse de Zola bien moins fort que ce qu'il l'a dit? Je ne pense pas. Saint-Exupéry était un cancre et pourtant il a écrit des œuvres magnifiques. Donc je veux dire, le chemin académique nous permet de pouvoir avoir des diplômes qui valident certains types de compétences, et c'est une très belle porte ouverte et j'invite tout le monde à le faire, mais ce n'est pas le seul chemin à emprunter. C'est pas la seule voie. Et alors vous utilisez aussi évidemment les réseaux sociaux, qu'à mon avis beaucoup de vieux philosophes n'utilisent pas. Vous avez une grande communauté de fans qui vous écoutent. Donc on sent qu'il y a vraiment une réelle demande chez les jeunes et les moins jeunes. Je crois que vous avez 1 million de vues par mois, vous avez 600 000 followers sur Insta. Vous êtes en contact avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que ce monde est quand même un monde troublé, où on cherche une lumière, une référence, ou en tout cas des réponses à des questions, mais pas toutes faites, parce que c'est toujours dangereux les réponses toutes faites?
En fait, je pense que ce qui les intéresse réellement, c'est que je leur donne pas vraiment de réponse. C'est que je leur pose peut-être les bonnes questions. Et je pense qu'en réalité, c'est ça aussi le pouvoir de la philosophie. Ce n'est pas forcément de vous donner des clés qui ouvrent toutes les portes ou des secrets qui sont dits à tout le monde, mais surtout de pouvoir avoir justement cette force de réflexion et d'image mentale. Lorsqu'Einstein a créé sa relativité restreinte générale, il a fait une expérience mentale où il s'est imaginé dans une certaine situation pour en déduire quelque chose. Nous avons ce pouvoir-là aussi de pouvoir le faire dans différents contextes. Maintenant, comment le faire ? Comment est-ce que je peux être en capacité de savoir raisonner et uniquement me dire « Ok, je n'ai pas ce que je désire, donc il faut que je supprime mes désirs. » Non, c'est pourquoi est-ce que je désire ? Pourquoi est-ce que je suis amené à toujours désirer ce que je n'ai pas ? Et lorsque je l'ai, je le désire plus. C'est toutes ces questions-là qui sont intéressantes, c'est de savoir notre fonctionnement, notre condition face au monde. Sauf que malheureusement, nous faisons tout pour fuir ces conditions-là, alors qu'en réalité, elles sont bien plus présentes qu'on ne peut l'imaginer, vu que nous vivons autour de celles-ci. Les réseaux sociaux, ils m'apportent ça. Ça me permet de pouvoir poser de la réflexion aux gens. C'est-à-dire que, ok, on va travailler sur une question. Par exemple, qu'est-ce que le bonheur ? Très simple. Je pourrais très bien dire, ok, le bonheur, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Le bonheur n'existe pas. Pourquoi ? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'il y a le pourquoi qui arrive en jeu. Et que le pourquoi ramène un deuxième pourquoi, et ainsi de suite. Et là, du coup, les gens sont en capacité de penser par eux-mêmes et de se dire « Ah oui, en fait, c'est pas bête. Ah, j'avais pas vu la chose comme ceci. J'aimerais bien, moi aussi. Qu'est-ce que je pense, moi, réellement là-dessus ?» Et c'est ça. Et je pense que c'est ça qu'on peut apporter grâce aux réseaux sociaux. C'est ce pourquoi qui cache à notre pourquoi. Et donc, vous leur proposez des lectures, vous faites des petits liens là, vers des auteurs. Est-ce que vous pensez que la lecture est tout de même essentielle pour poursuivre ce chemin-là ? Alors complètement, 100%, et je pense que l'expérience de lecture est inégalable comparée à une vidéo ou un podcast ou autre. C'est-à-dire lorsque je suis plongé dans un livre, dans une histoire, et que cette histoire vient me procurer non seulement une projection sur la personne, mais en plus de ça, une suite de sentiments et d'émotions intenses, je me dis que je viens de vivre une expérience que je ne peux pas vivre, même à travers des films ou autres. Quand je lis l'histoire d'Oppenheimer, quand je vois le film, ce sont deux choses différentes. Il y en a une où j'ai le pouvoir de l'imaginer et d'autres où on me le montre. Et la lecture, elle a ce pouvoir aussi de nous créer, de développer cette imagination-là et que les expériences soient mémorables. Alors moi, j'aime beaucoup sur mes réseaux sociaux faire des critiques un peu littéraires, c'est-à-dire que je prends plusieurs bouquins que je lis et j'en fais des critiques et je donne mes avis là-dessus sur le livre. J'ai récemment fait un avis sur Brigitte Giraud, Vivre vite, le prix Goncourt 2022, où elle nous explique avec des essayer de trouver le pourquoi est-ce que son mari est décédé. Et donc j'aime bien en faire des critiques et dire voilà, moi ça m'a plu, ça m'a un peu moins plu cette partie-là, maintenant allez découvrir qu'est-ce que ça va vous procurer chez vous. Et la lecture, c'est ça, c'est comme un bon repas, c'est-à-dire qu'à un moment donné où c'est très appétissant et on vit une expérience incroyable de tout le moment où c'est pas du tout appétissant, et lorsqu'on s'y plonge à l'intérieur, on se rend compte que c'est tout aussi bon qu'un plat très appétissant. En tout cas, vous touchez un autre public, c'est certain que ceux qui regardent ou écoutent les chaînes culturelles habituelles en radio ou en télévision, les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des retours de jeunes ou de gens qui disent merci, c'est le premier livre que je viens d'acheter, c'est chouette. Vous avez des témoignages ? Complètement, j'en ai, comme je disais, presque tous les jours j'ai des témoignages de personnes qui vont dire j'ai lu ce livre-là, c'est génial, et même eux me font leur retour, me font leur petite critique aussi, et je les pousse à faire ça parce qu'en fait c'est l'expérience de lecture, c'est aussi de l'après-lecture, c'est qu'est-ce que ça m'a qu'est-ce qui émane de moi à ce moment-là, qu'est-ce que j'en ai retenu, pourquoi est-ce que ça a été important, qu'est-ce que ça m'a procuré, le voyage au bout de la nuit de Céline, ça a procuré plein de choses. Il y a un moment donné où le vocabulaire, la tournure des phrases, la longueur du livre, ou les frères Karamazov, il y a plein de livres comme ça qui on se dit mais c'est pas possible, comment c'est possible d'écrire quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça vient me procurer, et c'est bien aussi de l'écrire et de le partager. J'ai beaucoup de retours, j'en suis très content parce que j'ai une communauté qui est très engagée, les gens ils sont vraiment à fond. Quel âge environ vous avez pu établir J'en ai de tout âge, pour être 100% honnête. Alors la majorité ont entre 35 et 70 ans. Il y a aussi des plus jeunes qui m'envoient des messages en me disant j'ai suivi tes vidéos, j'ai réussi à avoir mon bac, c'est super. Moi je l'ai pas eu, alors si toi t'as pu l'avoir, tant mieux. Moi je l'ai pas eu, donc c'est le côté sympa, c'est qu'il y a un peu de tout et que je suis confronté à différents types de personnes qui ont différents types de vécus, et qu'un jeune de 18 ans va arriver et chercher quelque chose de plus jeune chez moi, vulgarisé vraiment très simplement. Il a peut-être plus confiance, se dire il va parler comme moi lui. C'est ça, il va s'identifier super facilement, alors qu'une personne âgée va moins vite s'identifier
mais par contre, elle va plus m'écouter. Elle va écouter vraiment les mots que je vais employer, comme les tournures de phrases, les pensées, vraiment. Donc, il y a un travail de profondeur avec les personnes un peu plus âgées et beaucoup plus un travail de surface et d'expression avec les jeunes qui fait qu'en mélangeant les deux, j'arrive à toucher ces deux types de personnes et je m'éclate, quoi. On peut dire que la philo vous a sauvé en quelque sorte, Christopher. Complètement. Je peux même l'affirmer. La philo, ça m'a sauvé parce que il faut savoir que vivre une vie bonne, vivre une vie heureuse, c'est pas quelque chose qui est évident. Sinon, on n'écouterait pas cet épisode-là, on n'écouterait pas ce qu'on est en train de dire. C'est la question qui a rongé les philosophes et le monde entier depuis la nuit des temps. Donc, comment réussir à être heureux dans un monde dénué de sens, dans un monde indifférent face à nos désirs? C'est ça la question. C'est comment est-ce que je peux faire? Eh bien, la philosophie, il y a des penseurs qui ont pensé depuis très longtemps, qui ont apporté de grandes pistes. Je pense à Épicure qui dans son jardin a amené... Ils n'avaient pas d'écran. Ils n'avaient pas d'écran, Insta, voilà. Ils n'avaient pas Netflix. Et je trouve malheureusement que les réseaux sociaux... Et pourtant, les questions étaient les mêmes. Exactement. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, je suis malheureux, donc je me divertis sur les réseaux pour ne plus l'être. Alors qu'à l'époque, j'étais malheureux et je pensais à ce malheur pour pouvoir ne plus l'être. Et c'est pas du tout le même raisonnement. Et donc, si on peut retrouver ce raisonnement-là à travers les réseaux sociaux et se dire, je vais sur les réseaux justement pour aller voir ce que cette personne-là procure, pour méditer là-dessus, c'est plutôt intéressant. C'est les utiliser comme un moyen et non pas comme une fin. Vous avez fait de la philo, vous, quand vous étiez à l'école, Christopher? Je sais que vous avez arrêté l'école pas très vieux, là, à 16 ans, je pense. Ouais, mais 16 ans. Maintenant, il y a des cours de philo, en tout cas en Belgique, de citoyenneté, philosophie, dès le plus jeune âge, 10, 12 ans et un peu plus tard. Est-ce que vous en avez eu ou... Moi, j'en ai pas eu. J'avoue qu'à l'école, on n'apprenait pas du tout ça. Non. Moi, j'ai eu des cours de culture religieuse pendant 2 ans. C'est le seul truc que j'ai eu où on a parlé un peu de bouddhisme, de taoïsme, mais très léger. C'était rien de bien grand. J'ai pas eu de cours de philosophie, j'ai pas eu la chance de pouvoir en avoir, ou peut-être la malchance, qui sait. Donc c'est peut-être aussi ça qui a fait que j'ai eu ce désir pour la philosophie. Vous étiez complètement étrangère, j'imagine. Complètement. J'ai toujours eu cet esprit analytique de vouloir essayer de comprendre, d'aller méditer sur la condition humaine, de savoir notre fonctionnement, pourquoi je fonctionne de telle ou telle manière. En fait, pour moi, c'était pas logique que mon prof d'histoire vienne me voir et me dise ce qui s'est passé lorsque Napoléon régnait alors que lui n'y était pas. Je disais, mais comment tu peux me parler de quelque chose où toi tu n'y étais pas? C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tu vas me dire quelque chose que quelqu'un t'a répété, que quelqu'un lui a répété, ainsi de suite. Donc en quoi je peux te croire? Et en fait, on me privait de mon pourquoi constamment. On me disait non, pose pas ces questions-là, ça sert à rien. Voilà, c'est comme ça. C'était ça l'école, et encore un petit peu aujourd'hui. Voilà, et moi je rentrais pas du tout dans ce système et j'avais besoin de comprendre. Pour pouvoir m'en faire mon avis et aller étudier la chose. Donc la philosophie m'a réouvert à ce pourquoi et puis après ça a été une obsession, quoi. Alors on parle de philo, on parle des réseaux sociaux, on parle de vos blogs, on parle de vos podcasts, mais alors ce livre, pourquoi l'avoir écrit? On y lit qu'il y a 21 fondements, vous donnez en tout cas dans cet ouvrage 21 fondements philosophiques essentiels pour développer notre résilience. Pourquoi avoir voulu écrire un livre, Christopher? Alors non seulement parce que j'adore écrire, c'est vraiment une passion pour moi, ce sera un premier livre parmi une longue lignée, c'est une passion pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui j'ai besoin d'écrire quotidiennement. J'ai écrit ce livre parce que moi, lorsque j'ai vécu cette dépression, ce moment de souffrance vraiment intense, cette gangrène, je ne savais plus comment m'en défaire. J'aurais aimé tomber sur un livre comme celui-ci pour pouvoir avoir des pistes de réflexion, pour pouvoir avoir des directions, des concepts, en savoir un petit peu plus en utilisant et des pensées de grands penseurs et une approche un peu plus psychologique et trouver du sens avec les psychologues ou avec la psychanalyse. Et j'avais besoin de ça. Et j'ai pas trouvé ce genre de livre condensé dans un seul bouquin. Il a fallu que j'aille chercher dans différents endroits, que ce soit en Autriche, en Allemagne. Alors je parle d'auteur, je parle pas du pays en soi. Et pour pouvoir trouver une forme de réponse. J'avais envie de tout condenser dans un livre pour vraiment avoir un outil pratique et que lorsque quelqu'un aujourd'hui se sent mal face à une situation qui peut être complexe, tout type de situation, il s'y replonge à l'intérieur et que si dans 10 jours ou dans un an il ressent encore cette souffrance, il peut encore revenir dessus. C'est vraiment un outil pratique, quoi. Voilà. Et Épictète, Spinoza, Marc Aurèle, Sénèque, enfin voilà, vous donnez beaucoup d'exemples et c'est chouette parce qu'effectivement on va chercher là de page en page ce qui nous paraît utile. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que vous avez envie d'approfondir sur cette thématique-là? Ou alors peut-être de faire un philosophe et puis un autre?
Alors, D'un point de vue pratique, toujours, parce que c'est ça qui est chouette, évidemment, c'est que vous remettez dans un contexte quotidien. Qu'est-ce que la philo peut m'apporter au quotidien? Bien sûr, complètement. Alors, pour être honnête, il y a des spécialistes sur Spinoza, tels que Robert Mizrahi, il y a des spécialistes Vous sur les préférez stoïciens. rester généraliste? Voilà, et, il y a des spécialistes sur les stoïciens avec Pierre Hadot qui le font très 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 bien. C'est des spécialistes dans leur domaine, ils l'amènent d'une manière qui est très accessible, je pense que tout le monde peut le lire. Quand je pense à Robert Mizrahi, les livres incroyables qu'il a fait de Spinoza, notamment chez d'autres maisons d'édition, mais qui sont très intéressants. Ce que je veux dire, c'est que moi je ne suis pas un spécialiste sur un seul philosophe. Il y a des philosophes qui vraiment me procurent énormément de choses, mais je ne suis pas un spécialiste de ce philosophe-là. Je n'ai pas étudié leur texte à 100%, je n'ai pas fait des études pendant des années sur un seul texte, là où Robert Mizrahi, par exemple, il le fait très bien. Donc je ne vais pas parler d'un seul philosophe ou expliquer la pensée d'un seul philosophe. Ça, je le réserve à des personnes qui sont vraiment spécialistes dans ce domaine-là. Moi, mon objectif, c'est, par la suite de ce livre-là, c'est de réfléchir sur certaines notions de notre condition humaine. C'est-à-dire que là, on est sur un livre grand public, accessible vraiment à tout le monde, vraiment une première approche, quelque chose de simple. Maintenant, je veux rentrer dans de la pensée, je veux rentrer dans de l'analyse, je veux rentrer dans une approche différente et faire vivre une vraie expérience de lecture au lecteur. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en tout cas avec ce livre et ce qui continuera avec d'autres. Ce qui serait super, c'est que les jeunes vous écoutent sur Insta, disent à leurs parents d'acheter ce livre et puis qu'ils l'échangent aussi au sein des familles. Totalement, et puis c'est rigolo parce que j'ai plusieurs familles qui m'ont envoyé des messages justement comme ça, comme quoi je l'ai passé à ma petite sœur, je l'ai passé à ma mère, elle l'a lu, elle a bien aimé. C'était vraiment le but de cet ouvrage-là, c'était vraiment d'avoir une boîte à outils, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a besoin du marteau, il y en a d'autres qui a besoin de la clé, une clé, ben voilà, on s'arrange comme on peut, on a un peu des mécanismes qu'on doit à certains moments visser un peu plus fort ou dévisser un peu, ben c'est un peu ça, et hop, jusqu'au moment donné où on tombe face à face à un auteur, on se dit oh tiens, c'est dingue ce qu'il vient de dire là, Montaigne, ça m'impressionne, comment est-ce qu'il a bien pu affirmer cette chose-là lorsque Montaigne nous dit que sais-je, c'est magnifique, c'est pas qui je suis, c'est que sais-je, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ça, et boum, ça nous crée une suite d'émotions, de sensations qui nous invitent à aller nous plonger vers quelque chose d'autre, et c'est ça qui est passionnant avec la philosophie. Déjà, avoir un livre en main, Christopher, c'est déjà formidable, mais en plus, pour y découvrir Montaigne, le faire découvrir à des jeunes qui ont peut-être 15-20 ans, c'est formidable. Merci beaucoup à vous, Christopher. Avec grand plaisir. Avoir un livre en main, c'est déjà formidable, nous disait dans cet entretien Christopher Laquiez. Or, il y a des lieux où avoir un livre en main, avoir accès à la lecture, à la culture, s'avère très compliqué. Ces lieux, ce sont notamment les prisons. Dans cette partie d'émission Libre Ensemble, nous allons parler des Journées nationales de la prison qui ont 10 ans cette année. Alors, Justine Bolsens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et chargée de projet au sein de la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque. Alors, Justine, les Journées nationales de la prison, qu'est-ce que c'est ? Alors, les Journées nationales de la prison, déjà, qui y participe et qui les organise, en fait, c'est un groupement pluraliste d'associations qui travaillent dans la prison, mais qui travaillent parfois aussi sur la prison, donc plutôt à l'extérieur de la prison, et qui travaillent et qui ont des missions diverses. Donc, ils travaillent parfois sur la promotion de la santé, sur la question de la réinsertion, sur la formation, sur l'organisation d'animation au sein des prisons ou avec, par exemple, des ex-détenus. Et donc, toutes ces associations, elles ont décidé de se mobiliser il y a une dizaine d'années pour organiser une semaine, 2 semaines de mobilisation sur la question de la prison. Et l'objectif, en fait, c'est d'informer et de stimuler la discussion pour qu'il y ait une prise de conscience collective sur la situation carcérale en Belgique, avec évidemment comme but de la faire évoluer vers, on pourra, j'imagine, en parler, mais plus de respect des droits humains, retrouver un sens, appliquer les prescrits légaux, etc. Oui, j'imagine qu'il y a cette idée de sensibiliser, d'essayer de casser aussi les stéréotypes autour de la prison, des détenus, des détenues. Tout à fait. Notre idée, c'est vraiment d'informer et de sensibiliser parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes. On essaie de combattre la stigmatisation des détenus et détenues. On a toujours l'image qui va être véhiculée dans les médias ou même dans les grands films américains du détenu violent, agressif, etc. Finalement, quand on regarde la réalité carcérale, c'est pas du tout ça qu'on va retrouver. On va retrouver des gens qui ont parfois fait de mauvais choix dans leur vie, etc. Mais on va retrouver aussi un tiers des détenus qui sont des personnes non belges. Et donc, on voit qu'il y a aussi des subtilités dans la question carcérale où nous, on a envie d'un peu tendre la main vers les détenus, mais aussi de leur faire voir ce qui se passe de l'autre côté des murs de la prison et inversement.
Alors vous avez dit, il y a plusieurs problèmes qu'on veut mettre en avant. Le thème des Journées nationales de la prison cette année, c'est 10 ans ferme, parce que c'est la 10e édition, donc 10 ans ferme, rien n'a changé. Alors rien n'a changé en termes de quoi? En termes de surpopulation par exemple? Oui, en termes de surpopulation, ça a même augmenté énormément. Là, il y a un rapport qui est sorti dernièrement qui disait que du coup en Belgique, on avait 10% de surpopulation. Alors ça, c'est un chiffre qui, ça paraît énorme, mais en même temps, concrètement, ça impacte la vie des détenus. Ils ont moins accès aux formations, ils ont parfois pas de lit et donc ils doivent dormir. En août 2023, il y avait 140 détenus qui dormaient dans des lits au sol. Alors en plus, dans des lits au sol, l'état des prisons, c'est pas un sol tout propre, nickel, sur lequel on aimerait manger. Et donc ça, c'est évident en Belgique actuellement. On a augmenté le parc carcéral depuis des années, depuis les années 80, il a presque doublé. Et en fait, là, on se retrouve avec 10 500 places pour plus de 11 000 détenus. Et donc oui, on est dans une surpopulation carcérale alors que la criminalité n'a pas augmenté. Et donc c'est vrai qu'en fait, on incarcère de plus en plus, on est dans la répression. C'est aussi ce qu'on a vu dernièrement. La dernière avancée, c'était en septembre 2023. Donc maintenant, les personnes qui sont condamnées à des peines dites courtes, alors c'est pas vraiment si court parce que ça peut aller jusqu'à 3 ans, ces personnes vont devoir passer par la case prison. Alors qu'avant, on avait tendance plutôt à les mettre sous bracelet électronique, par exemple. Alors, il y a des débats autour de cette nouvelle réglementation, mais en tout cas, ce qu'on a peu pris en compte dans la mise en œuvre de cette nouvelle législation, c'est qu'en fait, il y a plein d'études criminologiques qui disent que passer par la case prison pour des courtes peines de ce type-là, c'est pas très intéressant. Ça a même des désavantages et des impacts néfastes sur la vie du détenu et sur son entourage. Il va perdre son logement, il va perdre il va compliquer ses relations sociales, il va perdre son emploi, il va parfois se surendetter, etc., etc. Donc en tout cas, il y a de la surpopulation, il y a des prisons qui sont vétustes, il y a beaucoup trop de personnes qui sont internées en prison alors que beaucoup d'associations militent et disent que leur place n'est pas dans des prisons. Donc il y a encore beaucoup de constats qu'on fait depuis des années et finalement qui ne changent pas, voire parfois qui s'accentuent. Alors du coup, donc, ces Journées nationales de la prison, on l'a dit, elles ont démarré cette semaine et elles se poursuivent jusqu'au 26 novembre. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques activités que vous voudriez mettre plus particulièrement en avant? Oui, déjà, faut préciser qu'il y a des activités qui s'organisent à l'intérieur et à l'extérieur des prisons. Donc ce que je trouve assez chouette, c'est vraiment l'idée de lier aussi l'extérieur et l'intérieur des prisons, donc de travailler aussi avec les détenus. Il y a plein de types d'activités. Il y a des rencontres, parfois, comme le concert de Charcot, qui a eu lieu il y a quelques jours. Il y a, donc là, qui se faisait à l'intérieur de la prison et puis à l'extérieur de la prison à Namur. Il y a aussi le 20 novembre un débat-conférence sur la question des femmes en prison. Est-ce que c'est une histoire sexiste? Il y a aussi des expositions. Donc il y en a une à Namur et à Liège qui parle aussi de la question des femmes en prison, qui s'appelle « Parle avec elles ». Et il y a aussi des projections de nombreux documentaires et films, dont par exemple le 21 novembre, il y a la projection du documentaire « Briser les murs » à l'Espace Mag. Et donc ça, c'est un documentaire qui traite de la question de la culture en prison et qui a suivi diverses activités à Mons et à Aronne. Et puis il y a des personnes qui vont débattre de ça. Effectivement, un documentaire qui a été réalisé par l'équipe de Libre Ensemble et par le Centre d'Action Laïque. Donc on vous encourage vivement évidemment à venir et aussi à voir toutes les autres activités. Je vous encourage à aller voir le site des Journées nationales de la prison, donc JNP. Vous tapez Journée nationale de la prison ou alors c'est jnp.be. Et bon voilà, il y a tout le programme et toute la liste des activités. Merci beaucoup Justine Bolsens. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.